Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur MongoDB dans laquelle je vais vous parler, on va voir comment l'installer sur Windows et sur Linux. Alors, comme sur Windows, c'est un petit peu plus particulier que sur Linux. Sur Linux, ceux qui connaissent déjà Linux ont un peu l'habitude de travailler avec ce genre de principe. Sur Windows, la chose est un petit peu plus délicate. Donc je vais déjà commencer par bosser sur Linux, faire l'installation sur Linux. Donc j'ai choisi de me baser sur une base Debian, parce que je pense que c'est un petit peu ce qui est le plus utilisé. Si toutefois vous êtes sur Ubuntu ou d'autres systèmes d'exploitation, franchement, il n'y a pas énorme différence entre chaque release, enfin entre chaque distribution de Linux, entre chaque grande distribution de Linux. Donc, on est parti sur une base Debian. Alors, pour travailler, c'est pas pour faire un coup de pub, mais en tout cas, je suis sur Docker. Donc, pour installer MongoDB sur Linux, sachant qu'il n'est pas par défaut dans les repositories, on va devoir rajouter sa clé, rajouter un repo et faire l'installation à partir de ce repo. Donc, pour ajouter la clé, je ne les invente pas, je les prends directement depuis le site de MongoDB, la documentation de MongoDB qui donne les informations. Donc là, tout simplement, cette commande, on va créer une clé pour le serveur, enfin au niveau du serveur, pour qu'il sache que derrière, quand on va vouloir installer MongoDB, eh bien, on l'a approuvé. Comme vous le voyez, je ne mets pas sudo à l'avant, puisque je suis déjà root sur la machine, je n'ai pas d'utilisateur en particulier. L'utilisateur, c'est l'utilisateur root. Sinon, il faut rajouter la commande sudo, bien entendu, pour que ça fonctionne. Donc, on ajoute la clé, il va faire tout son schmilblick. Une fois que la clé est terminée, on va devoir aller taper dans les sources, enfin dans les repos, dans les fichiers de repos, pour aller ajouter le lien des repos. Alors, il y a deux possibilités de le faire. La plus simple, c'est simplement de faire un écho. Donc tout simplement, en faisant un écho, en réalité, on va écrire tout ça dans le fichier apt source list.d mongo.org.list. On fait entrer, et là il me dit que sudo n'est pas found, bien entendu. Voilà, donc là maintenant, le deb http, donc en fait c'est le lien vers le repo a été créé dans les sources de Debian. Si je fais un touch de etc apt source list.d, donc c'est exactement ce qui est noté juste au-dessus, j'ai bien le mongodb-org-3.2.list qui a été créé et qui contient rien. En plus je fais un touch, c'est un tail, et j'ai bien les informations qui sont dedans, excusez-moi. Maintenant, pour que cette ligne-là soit bien prise en compte, touch c'est pour créer un fichier, tail c'est pour lire le fichier sans interagir dessus. Voilà. Pour que ceci soit pris en compte, il faut faire une mise à jour, donc un apt-get update, de sorte à ce qu'il se connecte à cette base, qu'il aille lire tout ce qu'il y a dedans et qu'il aille faire son espèce de sommaire de toutes les repos disponibles, enfin de toutes les relays disponibles. Voilà, donc une fois qu'il a fini de mettre à jour son package, enfin son système de repo, c'est plus ou moins long en fonction, bien entendu, de votre connexion internet et de votre machine. Derrière, on va pouvoir installer MongoDB, donc on lance un apt-get install, -oui, enfin -y pour dire -yes, pour dire qu'on veut l'installer sans qu'il nous demande quoi que ce soit. Et on va appeler mongodb-org pour la version community, avec un espace. Donc là, de la même façon, il va aller télécharger automatiquement tous les nécessaires, enfin tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de MongoDB. MongoDB est installé, on va pouvoir l'utiliser et notamment lancer le service. Donc, une commande de type service mongod. C'est toujours bizarre à dire, en fait c'est mongod pour Mongo daemon et on va faire un stop mais un start. Et là on lance MongoDB, normalement il fonctionne. Si je lance un ps aux grep tcp,
Pourquoi grep TCP? Grep Mongo. Donc si on lance en PSAUX, donc PSAUX c'est pour ressortir eh bien, tous les process en cours d'exécution, et le grep c'est pour faire un filtre, parce que si je lance simplement en PSAUX, bon là il m'en sort pas beaucoup parce que je suis sur un Docker, il a très peu de process par défaut, à part le bash, le PS que je viens de taper et MongoDB. Si vous lancez cette commande sur un Linux pur, vous allez avoir une chier de lignes. C'est pour ça qu'on rajoute un grep Mongo pour faire un filtrage. Parce que ici, je veux filtrer sur Mongo. Et du coup, qu'est-ce que je vois? Je vois bien que j'ai un process Mongo, donc via l'utilisateur MongoDB. Donc j'ai un utilisateur qui a été créé qui s'appelle MongoDB. Le PID, c'est le 1152, on s'en fout. Et derrière, eh bien, on a bien un binaire MongoDB qui a été lancé à partir de la config qui est dans etc.mongod.conf. D'ailleurs, si vous voulez, on peut regarder ce qu'il y a dans ce fichier et on peut voir que il n'y a pas grand-chose. Il y a la réplication du shading et en fait, ce fichier est totalement vide puisqu'il n'y a pas de configuration. Par défaut, il a une configuration, mais par défaut, la configuration par défaut n'est pas dans le fichier de config. Elle est dans MongoDB. Par contre, si vous avez l'envie derrière de modifier des configs, par exemple la réplication, c'est-à-dire créer un autre serveur MongoDB pour faire de la réplication avec lui-même, enfin avec cet autre serveur, ça sera dans ce fichier-là qu'il faudra donner ces informations. Maintenant que Mongo est lancé, Mongo est en service en arrière-plan, on va pouvoir l'utiliser. Donc on a vu que Mongo D, c'est pour tout ce qui est partie daemon, mais on a une autre chose, c'est Mongo, qui lui, c'est la partie client. J'ai juste tapé Mongo et là, vous voyez que mon shell a légèrement changé. J'ai un chevron qui s'est ouvert et maintenant, je vais pouvoir taper des commandes directement dans MongoDB. La première commande que l'on peut taper pour voir si notre base de données est fonctionnelle, c'est db pour dire database, tout simplement. Et là, la seule chose qui nous ressort, c'est test, puisque en fait, par défaut, MongoDB installe une collection, une base de données, test. Donc voilà. Donc la partie installation sur Linux et le démarrage sur Linux est faite. Je vais passer où? Donc toute la partie vraiment manipulation, puisqu'on va voir exactement la même chose sur Windows. Nous voilà partis pour la seconde partie de la vidéo, donc vraiment l'installation sur Windows. Alors, comme on l'a vu sur Linux, un Mongo Start, un service Mongo Start, ça fonctionne. Ça, il n'y a aucun problème. Sur Windows, c'est un petit peu plus compliqué, puisque une fois qu'on a installé l'application, eh bien, elle n'existe nulle part. Puisqu'en fait, ça va être du shell, de la même façon que quand vous installez Git Bash ou ceux qui utilisent l'ADB d'Android. En tout cas, ce sont des exécutables qui ne se lancent que dans un shell. Mais on va justement voir comment passer un petit peu outre cette particularité après la première installation. Donc, pour installer MongoDB, il suffit d'aller sur le site de MongoDB et d'aller dans la partie Download. Une fois dans Download, on est un petit peu perdu. Je trouve que, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus clair. Il y a plusieurs versions de MongoDB disponibles. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la première, c'est la Community Server, dans laquelle on va bientôt retrouver nos différentes plateformes, puisque MongoDB est multiplateforme. Petite chose importante, c'est que quand on regarde sur la liste des disponibilités, enfin la liste des installations disponibles de MongoDB pour Windows, il n'y a que des versions serveur ou la version Windows Vista. A savoir qu'à partir de la version 7 de Windows, les versions serveur et les versions Windows sont équivalentes. C'est-à-dire que vous preniez une version Windows Server 2008 ou une version Windows 10 ou Windows 8 ou Windows 7, ça fonctionnera exactement de la même façon. C'est pour ça que Mongo ne s'est pas embêté à aller recréer les packages pour chaque version spécifique de Windows. Une chose importante par contre à savoir, c'est que si vous installez une version 32 bits de MongoDB, votre base de données ne pourra jamais excéder plus de 2 gigabits de données. Ça, c'est la limitation du 32 bits. Donc nous, celle qui va nous intéresser, on va prendre celle avec SSL en R2, c'est la dernière version. Pourquoi avec SSL? Tout simplement parce que si on peut la faire fonctionner avec du SSL, on peut aussi la faire fonctionner sans. Donc si vous en avez besoin, plus tard, vous n'aurez pas besoin de réinstaller Mongo.
Donc vous prenez la version avec SSL, vous lancez le téléchargement. Donc moi je passe cette étape puisque ben, elle prend un peu plus d'une minute et je l'ai déjà téléchargé. Donc pour l'installation, bah, tout simplement vous retournez dans votre dossier, vous double-cliquez sur votre fichier d'install et vous lancez les débuts de l'installation. Ici, on ne va pas laisser complete, même si au final on fait exactement la même chose. On va aller dans Custom, tout simplement pour pouvoir connaître l'emplacement où il va installer Mongo par défaut. Alors, de base, il va l'installer dans le programme File, pas dans le programme File x86, puisque c'est une version 64 bits, mais dans le programme File. Vous pouvez changer, il y en a beaucoup qui vont l'installer directement dans c2.mongo pour que ce soit beaucoup plus rapide d'accès via le shell. Ça, c'est à vous de voir. De toute façon, derrière, on peut le mettre dans le path d'environnement. Ici, on a les différentes versions, enfin les différents outils de MongoDB qu'on peut installer ou pas. Je vous recommande de laisser tout par défaut puisque les outils, soit ils pèsent pas lourd, soit de toute façon, ils seront utiles à un moment ou à un autre. Donc on lance l'installation et on lance l'installation. Et on dit oui. Une fois qu'il a fini d'installer, on est tenté d'aller, comme beaucoup d'installations, on est tenté d'aller ici et d'aller le chercher. Bon, déjà, normalement, Windows, une fois qu'il a installé une nouvelle application, il le met ici par défaut. Ici, Mongo, il n'y est pas. Pourtant, on vient de l'installer. Et si on va voir dans toutes les applications et que je vais à Mongo, il n'y a rien. Et oui, parce que ce sont des exécutables. Donc pour aller le trouver, il suffit d'aller là où il était installé. Donc on va y aller. Donc dans le répertoire C, Programme. Et là, j'ai MongoDB. Serveur 3.2, parce que c'est la version. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les binaires. Donc là, vous voyez qu'on a plein de fichiers exe. Donc il y en a qui sont utiles que pour Mongo. Il y en a qui sont utiles pour nous. Par exemple, les Mongo dump, les Mongo export ou les Mongo import qui nous permettent de dumper la base de données, importer une base de données qu'on a exportée préalablement ou exporter notre base de données. C'est pour ça que ça s'appelle Mongo import ou export. Mais on a deux fichiers aussi qui sont importants. C'est MongoD.exe qui est identique au MongoD sur Linux et Mongo qui est aussi identique sur Mongo Linux. Pour lancer ça, on va devoir lancer notre commande shell et aller soit dans ce répertoire, soit créer un path d'environnement pour Mongo. Donc, on va lancer notre shell. Allez. Alors, je vous recommande de le lancer en tant qu'administrateur. Tout simplement puisque derrière, quand on va devoir créer un service de MongoDB, seul l'administrateur du système peut le faire, peut aller créer des services. Ici, on va vouloir créer un path d'environnement pour éviter de s'embêter à aller dans le répertoire courant. Ou bien on peut le faire. Franchement, c'est à vous de voir, puisque dans les deux cas, derrière, les commandes de Mongo ne seront pas forcément utilisées en shell. Donc soit vous vous dirigez directement, pas ici, donc vous faites un CD vers le répertoire et derrière on peut lancer les commandes Mongo, soit vous créez un set path égale path et le répertoire. Alors cette variable d'environnement ne fonctionnera que dans l'environnement courant, c'est-à-dire dans le shell courant. Si je la rentre et que je retourne sur ces deux points, ici, je vais avoir accès aux commandes mongod. Par contre, si je ferme l'environnement et que je le relance, si je relance une commande, Mongo n'est plus connu. Pour pallier à ce problème-là, vous avez la possibilité de modifier directement vos variables d'environnement. Donc, vous cherchez les variables d'environnement. Vous cherchez les variables d'environnement de votre système. Vous allez dans variables d'environnement et dans le path, vous avez la possibilité de rajouter le binaire et de cliquer sur OK. Le problème, pareil, c'est que pour que ça soit pris en compte, il faut redémarrer soit l'ordinateur, soit simplement se déloguer du système et se reloguer pour que la variable soit prise en compte.
Moi, je vais le laisser de sorte à ce que si demain j'ai besoin d'utiliser Mongo, j'ai pas besoin d'aller dans le répertoire de Mongo, enfin d'installation de Mongo, je pourrais directement taper Mongo. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas, donc je vais simplement redéfinir le path. Je ne vais pas redémarrer le PC. Hop, voilà, de sorte à ce que j'ai accès à Mongo. Pour lancer MongoDB, il faut au préalable une base de données, enfin un répertoire dans lequel Mongo va pouvoir utiliser, enfin que Mongo va pouvoir utiliser en tant que stockage de base de données. Alors pour ce faire, bien très régulièrement, on le fait, enfin les gens le font sur le répertoire C. Ou en tout cas, c'est ce qui est donné. Vous pouvez le faire dans n'importe quel disque, ça n'a absolument aucune importance. Le mieux, c'est de le mettre sur un disque que vous n'allez pas effacer, ou en tout cas un disque qui risque de ne pas cracher, voire après c'est à vous de voir. Donc je vais créer un premier dossier que je vais appeler Mongo, donc là je le fais sur le répertoire C, et je vais créer dedans un autre dossier qui va s'appeler Data. Data va contenir toutes les données de MongoDB ainsi que les bases de données. Ça va me permettre de lancer MongoDB. Donc maintenant, si je lance MongoDB, je dois lui définir le chemin de sa base de données, donc -db path égale c:/mongo /data. Ah oui, c'est pas MongoDB, c'est MongoD. L'habitude de Linux. Et là, vous voyez que Mongo s'est très bien lancé. Il me dit qu'il est sur le port 27017, c'est le port par défaut de MongoDB. Et par contre, j'ai plus accès à rien. Et le problème, c'est que si vous avez besoin de travailler avec Mongo, soit vous laissez ce shell ouvert en continu, mais ça veut dire qu'il faut retaper la commande à chaque fois, ce qui peut être pénible, soit on crée un service qui a la possibilité justement de se redémarrer tout seul à chaque démarrage du système. C'est-à-dire que vous aurez MongoDB lancé automatiquement dès que vous démarrerez Windows. Et je pense que cette solution-là est la plus pratique. En tout cas, là, Mongo fonctionne. Pour le voir, on peut ouvrir une deuxième invitée de commande. Je vais aller dans les binaires pour ne pas m'embêter. Je vais taper Mongo. Hop. Et là, il se connecte et on voit bien qu'il s'est connecté à la base de données de test. Donc, Mongo fonctionne. Mais moi, ça ne me plaît pas. J'ai envie, comme je l'ai dit, de créer un service pour qu'il se relance à chaque fois que je lance mon système d'exploitation. Hop, s'il veut bien se quitter. Alors, pour lancer ça, on a l'obligation de lui donner un fichier de log. En fait, à chaque fois, ce principe-là existe dans beaucoup de systèmes de shell. C'est que pour pouvoir lancer un service, étant donné que ce sont des choses qui écrivent en continu un affichage, quelque chose que l'on peut voir, des logs, des traces que l'on voit, il faut que ces traces puissent être, si on ne peut pas les voir parce que c'est un service, il faut qu'elles puissent être envoyées quelque part, et notamment dans un fichier de log. Et MongoDB, pour lancer un service, on est obligé de lui définir un fichier de log. Donc on reprend exactement la même chose, seulement on va lui donner un log path, et je vais me baser exactement sur le même type de répertoire. Donc c'est /mongo, et là je vais l'appeler log.txt. Là, si je le lance, ça ne me lance pas un service. Il faut installer MongoDB en tant que service. Et c'est pour ça que l'invité de commande doit être lancé en tant qu'administrateur. Parce que là, si je le lance, en réalité, il ne va rien s'afficher. Par contre, on peut voir que j'ai un fichier de log qui s'ouvre. Et Mongo écrit dedans, et pareil, mon shell il sert plus à rien, je peux même plus taper dedans. Moi, ça ne m'intéresse pas, je veux vraiment installer un service. Donc pour ce faire, je lance la commande -install à la suite de tout ça. Et là, MongoDB, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le fichier de log, il l'a déplacé, puisqu'il y en avait déjà un qui existait quand il a lancé le truc. Il l'a déplacé, il en a recréé un. Si je l'ouvre, il me dit qu'il a installé service can be start from the command line. Voilà. Il me dit qu'il a installé le service. Mais ça ne veut pas dire pour autant que MongoDB tourne. Si je lance Mongo, il n'arrive pas à se connecter, parce que le service n'est pas lancé. Maintenant, on va aller lancer le service. Alors, deux possibilités. Soit vous tapez service.msc dans votre invité de commande. Et là, vous avez tous vos services qui s'ouvrent. Soit vous faites CTRL-SHIFT échappe. Vous avez votre gestionnaire des tâches qui s'ouvre. Vous allez dans service et vous ouvrez les services.
Ça, c'est rapide quand vous n'avez pas de shell ouvert, sinon, ça revient un petit peu au même. C'est à vous de voir. Dans ces services-là, maintenant, si je descends, j'ai un service qui s'appelle MongoDB, qui n'est pas démarré, par contre, il est prêt. Il est en mode automatique, ça veut dire qu'au prochain démarrage, eh bien, ce service va démarrer. Là, moi, ça m'intéresse de le démarrer tout de suite pour pouvoir l'utiliser. Le service est en cours d'exécution, ok, donc tout ça, je peux le fermer. Ici, j'ai encore un fichier de log qui a été recréé. Si j'ouvre celui-là, je regarde, il me dit que MongoDB, le service a été démarré, qu'il est content et que derrière, il attend des connexions sur le port 27017. Et maintenant, si je lance Mongo, eh bien, j'arrive sur un shell interactif de MongoDB, dans lequel je peux, exactement de la même façon que tout à l'heure sur Linux, taper db ou show dbs ou db.help. Enfin, on a toutes les commandes, on peut taper help pour avoir les commandes d'aide, etc. Ça, c'est la première partie. Franchement, très peu de personnes utilisent directement les lignes de commande pour se connecter à des bases de données, pour travailler avec les bases de données. On le voit très bien avec MySQL et toutes ces personnes qui utilisent PHP-MyAdmin. D'ailleurs, qui travaillent vraiment directement dans les bases de données en ligne de commande. Alors moi je vous propose une petite application, j'ai fait le tour de... Bon c'était il y a déjà quelques mois, mais de toutes les applications que j'avais trouvées en GUI, donc en GUI, Graphical User Interface, de toutes les applications que j'avais testées, la seule qui a vraiment retenu mon attention, c'était RoboMongo. Il y en a énormément, si vous cherchez GUI MongoDB, vous allez en trouver tout un tas. Des payants, des pas payants, des gratuits qui fonctionnent pas, des gratuits qui fonctionnent, des trucs qui font que de l'affichage, mais pas de... Enfin, franchement, RoboMongo, c'est, je trouve, le meilleur compromis de tous ces logiciels-là. Pour mon application, moi, en tout cas, sachant que je travaille très peu dedans, en fait, RoboMongo va principalement me servir en tant qu'afficheur de mes bases de données. Donc, pour l'installer, on va dans Download. Alors, je dis qu'il était gratuit, mais depuis quelques temps, on a une version payante. Mais en fait, la seule chose, c'est que, apparemment, en fait, RoboMongo, c'est du crowdfunding. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, la version payante, c'est pour ceux qui font du crowdfunding derrière, qui font déjà une donation auprès de RoboMongo. Ils ont la dernière version, et ceux qui ne payent pas, ils n'ont pas la dernière version. Ils ont celle juste avant. C'est pas gênant plus que ça. Donc on lance l'installation, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà, et derrière on peut lancer l'application. Donc l'installation, hein, c'est suivant. Voici l'interface sur laquelle on arrive quand on lance RoboMongo. Et là, j'ai déjà édité un serveur qui s'appelle local, puisque c'est sur mon PC local, sur Windows, sur le port 27017. Alors, pour vous montrer, on va le refaire. Donc je clique sur Create pour créer une nouvelle connexion à la base de données. Ici, je lui donne un nom, donc le nom c'est local. Je laisse l'adresse par défaut, donc localhost, ou bien je mets l'adresse d'un serveur qui contient MongoDB, et le port. Derrière, on peut utiliser aussi de l'authentification, si on a mis en place un système d'authentification sur MongoDB, et des commandes avancées pour pouvoir ouvrir directement une base de données dès le lancement, dès la connexion de ce serveur Mongo. On peut bien évidemment lancer un test. Donc il me dit qu'il a bien été connecté et qu'il me dit que l'autorisation a été passée par moi puisque j'en ai pas mis. Je sauvegarde et je lance. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai bien une base de données qui existe, qui s'appelle local. Alors là, c'est pas très explicite. Je vais vous montrer ma base de données sur mon serveur qui contient des bases de données. Donc ici, donc on a pareil, on a système et j'ai mes différentes bases de données, notamment par exemple GMAE et mes collections dedans avec les informations. Donc ici, je peux trier mes informations, enfin je peux afficher mes informations soit directement en clé valeur, voilà. Pourquoi pas, en forme de tableau, faut aimer et il faut arriver à s'y repérer, ou en format JSON. Voilà, je préfère particulièrement ce format d'affichage, parce qu'en JSON, je m'y retrouve beaucoup plus facilement.
Voilà, ça nous permet de très rapidement d'aller se balader dans la base de données et d'avoir les informations de la base de données. Bien entendu, derrière, on a la possibilité d'éditer les informations. Donc si je prends une ligne, alors ça ne fonctionne pas en JSON, hein, ça fonctionne que en forme tableau, ou ici sur la forme, je ne sais pas comment elle s'appelle, où derrière on peut éditer le document, et là on a le document, hop, on a le document en format JSON sur lequel je peux taper et lancer déjà une validation pour voir si mon JSON est valide et lancer une sauvegarde de l'information. Voilà, donc on a fait le tour de l'installation de MongoDB. Donc bien entendu, cette partie-là, on peut bien entendu la quitter. Le shell, on n'en a plus besoin, sauf pour aller retaper des commandes dedans, puisque la base de données, le MongoDB est lancé en tant que service. Derrière, à chaque fois qu'on va redémarrer notre système, MongoDB va se relancer automatiquement de la même façon que sur Linux. Et vous avez aussi votre système de log qui vous donne les informations de log de MongoDB que vous pouvez aller lire ou pas. Autre chose, c'est que dans le dossier data, si vous supprimez quelque chose, vous pétez complètement votre base de données. Mais en tout cas, si par exemple vous voulez sauvegarder votre base de données telle qu'elle est actuellement, vous pouvez très bien l'ajouter à l'archive, par exemple. Voilà, elle ne veut pas parce que j'ai pas tous les accès, il faut arrêter le service. Donc là, ce que je vous disais, un CTRL-SHIFT échappe. Service, MongoDB, qui est en cours d'exécution. Je l'arrête directement et ici, je peux l'ajouter à l'archive et en fait, ma base de données est stockée, sauvegardée et elle ne bouge plus. Et on peut faire comme ça de la sauvegarde de base de données quand même relativement facilement. Alors vous pouvez le faire aussi à partir des dumps, mais les dumps en ligne de commande vont faire des exports de la collection que vous choisissez et pas de la base de données entière avec toute la configuration qu'il y a dedans. Voilà, donc j'ai fini pour la partie installation. Elle est quand même relativement longue puisque sur Windows c'est quand même assez particulier par rapport à sur Linux où les services sont directement intégrés. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. À votre convenant, vous avez toujours Tipeee de disponible et lâchez des commentaires pour donner vos remarques, informations, etc. sur tout ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Allez, ciao!